Tout commence sur une île bercée par les vents de l'Atlantique, au cœur des Antilles françaises. En Martinique, en 1925, la colonisation est un fait, une normalité écrasante, silencieuse, mais omniprésente. Les élites blanches règnent, les noirs subissent. C'est dans ce contexte que naît Frantz Fanon, un enfant noir à la peau plus foncée que celle de ses camarades créoles assimilés, un enfant de la classe moyenne, brillant mais déjà marginalisé. L'histoire de Fanon, c'est celle d'une conscience qui s'éveille, d'un feu qui brûle au cœur d'un monde injuste. Frantz Fanon naît le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, capitale de la Martinique, île française des Caraïbes. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie noire. Son père, Félix Fanon, est inspecteur des douanes, une position rare pour un homme noir à l'époque, et sa mère, Élie Fanon, née Médélis, tient une boutique. Cette stabilité financière permet à Frantz de grandir dans un foyer cultivé, où les valeurs de discipline, d'instruction et de respect de l'autorité française sont inculquées avec rigueur. Mais très tôt, le jeune Fanon ressent un malaise sourd. Il voit les inégalités, les humiliations quotidiennes infligées à ceux qui ont sa couleur de peau. Il observe comment les Blancs, bien qu'en minorité, dominent tout. À l'école, les manuels glorifient la France, les héros sont toujours blancs, les Noirs souvent absents ou ridiculisés. C'est l'époque de l'assimilation, où l'on apprend aux jeunes Noirs à se sentir français, mais jamais totalement égaux. À l'adolescence, Fanon entre au lycée Victor Schœlcher, un établissement réputé. Là, il a pour professeur un certain Aimé Césaire, poète, intellectuel en devenir, futur père de la négritude. Césaire marque profondément le jeune Frantz. Il lui transmet l'amour de la langue, de la littérature, et surtout, une conscience noire en gestation. Mais à cette époque, Fanon n'est pas encore l'homme en rupture totale avec la France. Au contraire, il veut servir la patrie. Comme beaucoup de jeunes Antillais à cette époque, il rêve d'honneur, de reconnaissance et de justice. Il pense encore que cela peut passer par la France elle-même. Mais les événements vont bousculer ses illusions. En 1940, la France tombe sous le joug nazi. En Martinique, c'est le régime de Vichy qui prend le relais. La population subit alors un climat de répression, de rationnement, et surtout d'humiliation. Les autorités coloniales, fidèles au maréchal Pétain, instaurent une gouvernance autoritaire. La jeunesse antillaise, dont Fanon fait partie, se radicalise progressivement. Il observe l'arbitraire, l'injustice, l'infériorité systémique imposée aux Noirs. Il comprend que même dans les colonies, la démocratie française est un mirage. En 1943, à seulement 18 ans, Fanon prend une décision qui marquera un tournant, il s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Il quitte la Martinique pour aller combattre en Afrique du Nord puis en France, contre le nazisme. C'est en Algérie, à Oran, puis en France métropolitaine, qu'il fait l'expérience la plus brutale de l'inégalité raciale. Il croyait combattre pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais les soldats noirs sont maltraités, dévalorisés, parfois envoyés en première ligne comme chair à canon. Il voit des officiers français refuser de serrer la main d'un soldat africain. Il entend les moqueries, les injures. On le traite de « nègre », de « singe ». La France qu'il idéalisait se révèle dans sa violence coloniale nue. Fanon est blessé au combat, une balle le frappe au dos. Il est soigné en France, décoré de la Croix de guerre, mais cette reconnaissance ne suffit plus. Quelque chose est mort en lui, la foi en une France juste. Il comprend que la liberté qu'il a défendue n'est pas faite pour lui ni pour les siens. Ce choc va marquer un avant et un après dans sa vie. Il rentre en Martinique quelques mois, mais l'île ne lui suffit plus. Il veut comprendre, aller plus loin, étudier l'âme humaine, comprendre les racines du racisme, de l'aliénation. En 1946, Frantz Fanon revient en France métropolitaine, cette fois comme étudiant en médecine. Il s'installe à Lyon. Il veut devenir psychiatre, comprendre les mécanismes de la souffrance mentale. Ce n'est pas anodin, Fanon a vu les dégâts psychologiques de la colonisation sur les soldats africains, sur ses propres frères antillais, sur les Algériens. Il veut percer les mystères de l'âme colonisée. Mais à Lyon aussi, le racisme est là. Insidieux. Dans la rue, à l'université, à l'hôpital. Il est l'étudiant noir, souvent regardé avec suspicion. Mais il est brillant.
Il lit Freud, Marx, Merleau-Ponty, Sartre. Il est fasciné par les liens entre l'esprit, le corps et la société. Il développe déjà sa propre pensée, le racisme est une pathologie, une maladie sociale et mentale. C'est aussi à cette époque qu'il écrit « Peau noire, masque blanc », un texte d'une puissance inédite, qu'il publiera quelques années plus tard. Un cri. Une dissection du mal-être du noir colonisé. Il y parle de l'obsession d'être blanc, du rejet de soi, de l'humiliation, du regard de l'oppresseur. Ce livre, il le commence en silence, à Lyon, entre deux stages d'hôpital, dans l'intimité de ses blessures encore ouvertes. Dans les hôpitaux psychiatriques, Fanon est confronté à la souffrance la plus intime, celle des dépressions, des psychoses, mais aussi de la déchirure identitaire. Il comprend que l'oppression politique détruit aussi les esprits. Il voit comment les colonisés intériorisent leur infériorité, comment la langue, la culture, l'école même, participent à leur domestication mentale. Il ne veut pas être un simple médecin. Il veut être médecin de l'âme colonisée. À ce stade, Fanon n'est plus seulement un étudiant, ni même un ancien combattant. Il est un penseur en formation, un visionnaire dont la parole commence à déranger, à bousculer, à éveiller. Lorsque Frantz Fanon débarque à Blida, en Algérie, en 1953, il n'a que 28 ans. Il est alors un jeune psychiatre, formé à Lyon sous la tutelle de François Tosquel, un penseur pionnier de la psychiatrie institutionnelle. Mais surtout, Fanon arrive avec un regard neuf, profondément humaniste, dans une colonie française en ébullition, à la veille d'un des plus sanglants soulèvements anticoloniaux du XXe siècle. À l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, Fanon est confronté à une réalité brutale, les maladies mentales ne sont pas seulement des pathologies individuelles, mais les symptômes d'un système oppressif. Il observe rapidement que les patients européens et les patients algériens sont traités de manière radicalement différente. Pire, les traitements réservés aux « indigènes » sont souvent déshumanisants, voire violents. Fanon, fidèle à sa philosophie de l'émancipation humaine, décide de réformer l'institution de l'intérieur. Il supprime les camisoles, met fin à l'isolement systématique, organise des groupes de parole, des ateliers de théâtre et des activités culturelles. Il tente de recréer du lien social dans un contexte où la violence coloniale a tout fragmenté. Mais ces innovations ne sont pas bien vues. Les autorités coloniales le surveillent, ses collègues européens le critiquent, et les cercles militaires le soupçonnent. Malgré tout, Fanon persévère. Il comprend que la psychiatrie en contexte colonial est un outil politique, une manière de briser les esprits autant que les corps. Les années 1954 à 1955 marquent un tournant décisif pour Fanon. Le 1er novembre 1954, la guerre d'indépendance éclate. Le Front de Libération Nationale, FLN, déclenche une série d'attaques contre des cibles françaises. La répression est immédiate et sanglante. Fanon, lui, se retrouve pris entre son devoir de médecin et son engagement moral face à l'injustice. Au fil des mois, il soigne des torturés, des résistants, des civils brisés par les exactions. Mais il voit aussi des soldats français brisés par la brutalité du système, devenus des bourreaux sans comprendre comment. C'est à cette époque qu'il commence à rédiger ses réflexions les plus puissantes sur la violence coloniale et ses effets psychiques. Dans ses notes, il écrit : « La colonisation n'est pas une machine pensante, n'est pas un corps doté de raison. C'est la violence à l'état de nature. Il comprend que la guérison ne peut se faire sans libération, que l'oppression systémique rend fou, et que lutter pour la santé mentale revient aussi à lutter pour la dignité politique. » En 1956, Fanon franchit un cap, il rédige une lettre de démission retentissante, dans laquelle il dénonce la complicité de la psychiatrie avec l'ordre colonial. Il y affirme que continuer à exercer dans ces conditions serait une trahison de ses principes. Voici un extrait de cette lettre. « Il n'est pas possible de rester indifférent à ce qui se passe ici. Au nom d'un prétendu humanisme, nous cautionnons une barbarie quotidienne. Je refuse de servir la logique d'un pouvoir colonial qui humilie, mutile et détruit. La France coloniale ne lui pardonnera jamais cette prise de position. Il est aussitôt expulsé d'Algérie. Mais c'est déjà trop tard, Fanon est entré en révolution. Exilé à Tunis, il entre officiellement dans la clandestinité. Il rejoint le FLN, non pas comme simple militant, mais comme intellectuel organique de la révolution algérienne.
Il devient rédacteur du journal El Moudjahid, porte-voix du FLN, et sillonne l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient et même l'Europe pour porter la voix de la lutte algérienne. Son rôle est multiple, porte-parole, médecin, diplomate, penseur. Il soigne les combattants blessés, mais surtout, il théorise le sens profond de cette guerre. Pour lui, la libération algérienne est le symbole d'un soulèvement global contre l'oppression coloniale. Il rencontre aussi d'autres figures révolutionnaires africaines, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Félix Roland Moumié. Tous partagent la même ambition, détruire les chaînes de l'impérialisme européen et bâtir une Afrique libre, unie, émancipée. Durant cette période, Fanon rédige certains de ses textes les plus incisifs. L'envers de la révolution algérienne, 1959, dans lequel il analyse les dynamiques sociales de la guerre. Il y décrit avec une précision chirurgicale les mécanismes de domination, la ségrégation spatiale, la violence institutionnelle, le racisme, la manipulation des identités religieuses et ethniques. Ce livre est un cri de vérité. Il dévoile l'univers impitoyable dans lequel vivent les colonisés algériens. Fanon démontre que la violence du colonisé est une réponse organique à la violence du colonisateur. Non pas une simple réaction, mais une tentative de reconquête de sa dignité. Pour lui, la lutte armée n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est un acte de guérison collective. Cette pensée radicale choque. Elle divise. Mais elle résonne profondément chez les opprimés du monde entier. À Paris, à Accra, à New York, les étudiants lisent Fanon. Les mouvements de libération s'en inspirent. Sa plume devient une arme. Il n'est plus seulement un médecin ou un philosophe, mais un stratège idéologique, un des rares penseurs à articuler l'émancipation psychologique et la libération politique comme les deux faces d'une même pièce. Il affirme avec force. Le colonisé devient libre en brisant les chaînes, non en les analysant. Il doit réécrire son histoire, reconquérir sa dignité dans l'acte même de sa rébellion. Mais cet engagement sans compromis lui vaut de nombreux ennemis. Les services secrets français veulent sa tête. Il est constamment surveillé, menacé. Plusieurs de ses amis sont assassinés, Henri Curiel, Félix Roland Moumié, Patrice Lumumba. Lui-même échappe de peu à des tentatives d'empoisonnement. Mais il ne recule pas. Il est prêt à mourir pour ses idées. Il sait que sa plume dérange, que ses mots sont des bombes, mais il assume ce rôle de témoin actif, de combattant par la parole. Il écrit dans une lettre à un camarade algérien. Ce que nous faisons ici ne nous appartient pas seulement. Nous écrivons une page pour les peuples noirs, pour les damnés de la terre. Mais dans l'ombre de cet engagement total, une autre bataille commence. En 1959, Fanon est diagnostiqué d'une leucémie. Il est malade. Gravement. Mais il refuse de s'arrêter. Il continue ses missions pour le FLN. 1960. L'Afrique s'éveille. De Bamako à Léopoldville, de Dakar à Accra, les peuples s'arrachent les chaînes coloniales. Mais pour Frantz Fanon, ce n'est pas une euphorie, c'est une urgence. L'homme a 35 ans, et dans les tréfonds de son être, il sait que le temps lui est compté. Diagnostiqué d'une leucémie agressive, Fanon est conscient qu'il ne verra peut-être jamais le monde libéré qu'il appelle de ses vœux. Pourtant, au lieu de se retirer, il redouble d'efforts, comme si chaque jour devait peser autant qu'une vie entière. Depuis Tunis, où il est désormais installé, Fanon devient l'un des intellectuels les plus influents de la cause algérienne. Il est officiellement porte-parole du Front de Libération Nationale, FLN, mais officieusement, il en est l'idéologue principal. Il rédige des manifestes, participe à des réunions stratégiques, forme des militants et sillonne les frontières pour établir des réseaux de soutien. Il organise les bases arrières du FLN au Mali et en Tunisie, coordonne les passages d'armes et de combattants à travers le Sahara, et surtout, tisse une alliance symbolique entre les luttes africaines. À ses yeux, l'indépendance algérienne n'est pas qu'un enjeu local, elle est la clé de voûte de la libération du continent tout entier. Fanon multiplie les voyages diplomatiques, rencontrant Kwame Nkrumah au Ghana, Modibo Keïta au Mali, Sékou Touré en Guinée. Il tente de convaincre ces jeunes États de soutenir activement le FLN, en leur expliquant que la victoire de l'Algérie serait un coup de massue contre l'impérialisme occidental en Afrique. Malgré la fatigue, les douleurs, les insomnies, Fanon écrit.
En 1961, dans un éclair d'intensité, il rédige Les damnés de la Terre, son œuvre la plus percutante. Le livre, préfacé par Jean-Paul Sartre, est un cri de guerre intellectuelle contre le colonialisme. Fanon y expose une vision révolutionnaire du monde. Pour lui, le colonisé ne peut accéder à sa pleine humanité qu'en détruisant le système colonial de fond en comble. Il affirme que la violence est non seulement légitime, mais nécessaire pour libérer l'homme opprimé de sa déshumanisation. Il écrit : le colonisé découvre que sa vie, sa respiration, le battement de son cœur sont les mêmes que ceux de l'oppresseur, mais retournés contre lui. Le livre fait l'effet d'une bombe. À Paris, il est censuré dans plusieurs librairies. En Afrique, il circule sous le manteau comme un manuel de combat. À Alger, il devient une lecture obligatoire pour les cadres du FLN. Aux États-Unis, il inspire les leaders du Black Power, comme Stokely Carmichael et Malcolm X. Partout, les damnés de la Terre trouvent dans ses pages une voix qui parle enfin pour eux. Mais pendant que son œuvre fait le tour du monde, Fanon, lui, s'éteint à petit feu. La leucémie progresse. Son corps se fragilise. Les traitements sont inefficaces. Les médecins de Tunis sont dépassés. À la demande de ses proches, Fanon est transféré aux États-Unis pour recevoir une thérapie expérimentale au National Institute of Health, dans le Maryland. Ironie cruelle du destin, l'ennemi du colonialisme, le chantre de la Révolution noire, est hospitalisé dans le pays même qu'il accusait d'être une puissance impérialiste déguisée. À l'hôpital, il continue d'écrire, aidé par sa femme Josie. Il dicte des textes, élabore des mémos pour le FLN, répond à des lettres. Son esprit reste acéré, brûlant de lucidité. Mais son corps trahit ses convictions. Il maigrit, perd ses cheveux, souffre de fièvre constante. Pourtant, jamais il ne se plaint. Dans ses derniers jours, il fait une ultime déclaration : si je meurs, ce ne sera pas une fin. Ce sera une semence. Le 6 décembre 1961, Frantz Fanon meurt à l'âge de 36 ans. Le monde perd l'un de ses plus brillants penseurs révolutionnaires. Son corps est rapatrié en Tunisie, puis transféré secrètement en Algérie. À travers les montagnes de l'Atlas, sous la protection du FLN, son cercueil est transporté jusqu'à un Kerma, près de la frontière tunisienne. Là, dans un carré de terre algérienne encore en guerre, Fanon est enterré comme un moudjahid, un combattant de la libération. Autour de sa tombe, des combattants récitent des sourates du Coran. Des poings se lèvent. Des larmes coulent. Un silence s'installe, pesant. Dans cette cérémonie clandestine, le FLN rend hommage à un homme qui, bien que né loin du Maghreb, était devenu plus algérien que beaucoup. Frantz Fanon ne laisse pas derrière lui une fortune, ni des possessions, ni même une grande fondation. Il laisse mieux que ça, une pensée vivante, un feu d'espoir et de rage qui va traverser les décennies. Son œuvre influence des générations d'intellectuels, de militants, de psychiatres, d'artistes. En Afrique, en Amérique latine, dans les banlieues de France, dans les ghettos américains, dans les prisons sud-africaines, son nom devient un mot de ralliement. Il inspire Steve Biko, le leader de la conscience noire en Afrique du Sud, qui reprend ses analyses sur la psychologie du colonisé. Il devient une référence incontournable pour les mouvements révolutionnaires africains, ANC, PEG, MPLA, Frelimo. Aux États-Unis, dans les années 70, les Black Panthers lisent Fanon comme un guide spirituel. Eldridge Clivey et Huey Newton le citent abondamment. En Haïti, en Jamaïque, en Palestine, les résistants reconnaissent en lui un frère de lutte. Même dans les universités européennes, sa pensée est disséquée, critiquée, célébrée. Il est à la croisée de la philosophie, de la psychanalyse, de la littérature et de la politique. Plus de 60 ans après sa mort, Fanon reste une énigme fascinante. Un homme noir, martiniquais, devenu psychiatre, soldat, révolutionnaire, écrivain. Un esprit libre, incandescent, inclassable. Il a combattu la guerre avec la plume, la folie avec l'analyse, l'oppression avec la dignité. Aujourd'hui, son visage est brandi dans les manifestations contre le racisme, ses citations partagées sur les réseaux, ses livres enseignés dans les plus grandes universités du monde. Mais au-delà des textes, des slogans, des conférences, Fanon nous lègue une conviction: le droit à l'existence ne se mendie pas,
ils se conquièrent. Si cette vidéo vous a touché, inspiré, ou simplement appris quelque chose de nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour ce projet qui vise à faire vivre et connaître les grandes figures de notre histoire africaine. Pensez aussi à liker la vidéo, à la partager autour de vous, et surtout, à explorer les autres récits déjà disponibles sur la chaîne. Vous y découvrirez d'autres héros africains, souvent oubliés, mais dont le courage et la vision ont forgé notre continent. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire africaine.